Et si, en l'espace de quelques heures à peine, la frontière entre observateurs et belligérants s'effaçait brutalement pour une grande nation européenne? Imaginez ce scénario. Pour la toute première fois de l'histoire récente, la Russie cible et détruit ouvertement des missiles Taurus à longue portée, tout juste livrés par l'Allemagne à l'Ukraine. Le brouillard de la guerre, qui semblait jusqu'alors circonscrit à l'Est, s'étend brutalement vers l'Ouest, menaçant d'engloutir tout le continent dans une nouvelle ère d'incertitude. Jusqu'à cette nuit fatidique, Berlin agissait dans l'ombre, croyant masquer son soutien militaire derrière des protocoles discrets, des accords de coopération signés à huis clos, des transferts logistiques savamment orchestrés. Mais aujourd'hui, le voile tombe. Dans un communiqué solennel, Vladimir Poutine, épaulé par son ministère de la Défense, avertit sans détour: chaque nouvelle livraison allemande sera désormais considérée comme une agression directe contre la Russie. Ce n'est plus un message codé, c'est un ultimatum. La guerre des mots cède la place à un basculement historique. L'Allemagne, autrefois simple partenaire dans la coalition occidentale, se retrouve désignée belligérante, officiellement menacée de représailles inédites, qui pourraient être diplomatiques, économiques, cybernétiques et peut-être bien plus graves encore. Berlin entre dans une zone de danger dont elle n'a pas mesuré entièrement la portée. Les frappes russes bouleversent tout. Pendant des années, les infrastructures logistiques à l'ouest de l'Ukraine étaient jugées intouchables, protégées par la distance, par la présence de l'OTAN à proximité, par la croyance quasi sacrée en une zone de sécurité. Ce mythe, forgé au fil des décennies de paix relative, explose sous l'impact des missiles. Des ponts stratégiques, dépôts d'armes, centres de commandement, routes vitales proches des frontières polonaises et roumaines sont méthodiquement détruits, reprenant des images que l'Europe n'avait plus vues depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est plus seulement la sécurité des convois qui s'effondre, c'est tout le modèle d'engagement indirect de l'Occident qui vacille. Si l'Allemagne devient belligérante, la vague de conséquences serait sans précédent: rupture d'accords bilatéraux, sanctions en cascade, pertes économiques pour les entreprises européennes et surtout un risque croissant d'extension du conflit aux portes mêmes de l'Union européenne. On se souvient de la crise de Cuba en 1962, lorsque le monde a frôlé l'abîme à cause de décisions rapides et de malentendus diplomatiques, une leçon que l'Europe croyait avoir intégrée. Pour les civils, c'est la fin d'une illusion de protection. Les images de files d'attente dans les supermarchés de Lviv, de familles fuyant vers la Pologne, rappellent les heures les plus sombres du XXe siècle. Pour Berlin, la réputation diplomatique bâtie patiemment depuis la réunification vacille. Pour l'Europe entière, surgit la peur glacée que la guerre n'est plus une abstraction lointaine, mais une réalité qui rôde à 2 pas de chez soi. Comment ce point de rupture a-t-il été atteint? Quels engrenages politiques, économiques et militaires ont précipité ce séisme stratégique? La réponse se niche dans les coulisses des derniers mois, là où chaque décision a ajouté une pierre à l'édifice de la crise actuelle. Pour comprendre ce bouleversement historique, il faut revenir sur une série de décisions et d'escalades passées inaperçues du grand public. Tout commence avec des choix diplomatiques aux conséquences insoupçonnées. Dans les bureaux feutrés de la chancellerie allemande, des conseillers pesaient le pour et le contre, évaluant les risques, mais sans imaginer que la Russie franchirait ses propres lignes rouges. Depuis des mois, l'ouest de l'Ukraine semblait protégé par une frontière invisible. Cette impression de sécurité était-elle justifiée? Aujourd'hui, ce rempart s'est effondré sans prévenir, rappelant la chute soudaine du rideau de fer en 1989, qui avait en son temps pris tout le monde de court. Tout bascule lorsqu'à Berlin, on valide la livraison à l'Ukraine des missiles Taurus. Ces armes, capables de frapper à plus de 500 km, incarnent une rupture décisive dans le soutien occidental. Leur portée et leur puissance, capables de détruire des infrastructures vitales, ponts, postes de commandement, aérodromes, bouleversent les équilibres existants. Rares sont les armes qui, en quelques semaines, ont semé autant d'inquiétudes par leur potentiel destructeur. On se souvient des missiles Scud irakiens lors de la guerre du Golfe en 1991, qui avaient également semé la panique à des centaines de kilomètres du front. Jusqu'ici, Moscou et l'OTAN évitèrent de franchir certaines lignes rouges. Les frappes restaient en limité, la prudence réciproque instaurait un équilibre précaire. L'ouest ukrainien, notamment, était perçu comme sanctuaire. Loin du front, il servait d'arrière sécurisé, à la manière des bases britanniques lors du Blitz de 1940, qui était essentiel à la survie de la nation. Les régions de Lviv, Ivano-Frankivsk, Ternopil et Khmelnytsky étaient devenues des pivots logistiques. Là transitèrent la quasi-totalité des armes et équipements venus d'Occident.
Ces villes, pour Kiev et l'OTAN, incarnaient la survie matérielle du pays et une zone supposée intouchable, un peu comme les ports du sud de la France en 1944, essentiels au débarquement allié. Tout ce dispositif reposait sur la Pologne et la Roumanie, deux pays membres de l'OTAN, garants indirects de la sécurité des convois. On pensait que, situés à des centaines de kilomètres du front, entrepôts et convois étaient à l'abri des frappes russes. L'idée dominante, Moscou n'oserait pas attaquer si loin, de peur d'une escalade incontrôlable. Ce calcul rappelle la stratégie de dissuasion nucléaire, où chaque camp s'abstient de provoquer l'autre par peur des représailles massives. Mais cette confiance s'avérait illusoire. L'existence de ces sanctuaires conditionnait non seulement la résistance ukrainienne, mais aussi la crédibilité des alliés occidentaux. Si l'Ouest devenait vulnérable, toute la stratégie risquait de s'effondrer. Ce fut le cas en août 1914, lorsque la neutralité belge fut violée, provoquant l'entrée en guerre du Royaume-Uni, un engrenage fatal déclenché par une brèche inattendue. Les enjeux dépassent largement le terrain militaire. Pour les civils, la guerre était restée éloignée, presque abstraite. Pour les entreprises européennes, la stabilité de cette frontière garantissait la continuité des échanges, trains de marchandises, contrats agricoles, exportation de pièces détachées. Pour l'Allemagne et l'Union européenne, c'était un test grandeur nature. Pouvaient-ils vraiment soutenir l'Ukraine sans basculer eux-mêmes dans la guerre ? La livraison des Taurus a tout changé. Elle a offert à Kiev une capacité de frappe inédite, tout en envoyant un message clair à Moscou. L'Occident est prêt à franchir un nouveau seuil. La Russie, en réaction, a attaqué précisément ces hubs logistiques, brisant l'illusion d'impunité à l'Ouest. On se souvient de la réaction israélienne lors de la guerre du Kippour en 1973, quand la surprise stratégique a failli renverser le cours du conflit. Désormais, la frontière entre guerre directe et soutien indirect s'efface dangereusement. Chacun doit réévaluer ses choix face à cette nouvelle réalité. Quelles ripostes, quelles erreurs ou accélérations pourraient encore aggraver la crise ? Un signal a été envoyé, mais jusqu'où la Russie est-elle prête à aller ? Les alliés occidentaux, eux, hésitent entre prudence et escalade. Des réunions d'urgence se multiplient à Bruxelles, à Londres, à Washington. Faut-il renforcer la défense aérienne ukrainienne au risque d'aggraver la confrontation ? Ou, au contraire, ralentir les livraisons pour éviter l'irréparable ? En quelques nuits à peine, les fondations logistiques de l'Ukraine s'effondrent. Mais la cible réelle était-elle l'arsenal ou l'assurance occidentale d'une sécurité à toute épreuve ? Les experts militaires débattent, la Russie cherche-t-elle à épuiser l'Ukraine ou à tester la cohésion de l'OTAN ? À peine les menaces du Kremlin résonnent-elles que Moscou lance l'opération Réponse stratégique. Dès la première nuit, plus d'1 millier de frappes coordonnées déchirent l'ouest de l'Ukraine. Entrepôts, centres de commandement, gares, ponts, dépôts énergétiques et ateliers sont méthodiquement visés. Chaque cible découle de renseignements recueillis par satellite, drones, écoute et infiltration. Rien n'est laissé au hasard. Chaque impact est chirurgical, à l'image des frappes américaines lors de l'opération Tempête du désert en 1991. Le mythe d'une arrière-garde inviolable vole en éclats. L'illusion d'un transit sécurisé pour l'armement occidental disparaît en un souffle. L'Ouest ukrainien, longtemps considéré comme un sanctuaire, est désormais vulnérable et exposé. Les frappes dépassent les dépôts. Elles frappent la logistique jusqu'aux frontières polonaises et roumaines, désintégrant points de passage et hangars de stockage. Selon les premières analyses, entre 40 et 60% des dernières livraisons sont détruites ou rendues inopérantes. Sur tout le flanc ouest, la chaîne d'approvisionnement est rompue. Ce pourcentage rappelle les pertes alliées lors de l'opération Market Garden en 1944, où la logistique mal protégée causa l'échec. Dans ce chaos, la Russie ajoute une nouvelle phase, neutraliser systématiquement les défenses aériennes occidentales. Missiles à guidage de précision, brouillage électronique, essaims de drones, les batteries sont éliminées les unes après les autres. Un ciel libre s'ouvre pour les forces russes, permettant des vagues d'attaques successives sans véritable opposition. Ce type de stratégie a été employé par Israël lors de la guerre des 6 jours, neutralisant l'aviation adverse dès les premières heures. Le choc est aussi psychologique. Les explosions à Lviv, Ternopil, Khmelnytsky, en Volhynie ou Transcarpathie répandent la peur. Pour la première fois, les habitants de villes jusque-là épargnées ressentent l'insécurité. La confiance dans la protection occidentale s'effondre. L'Ukraine perd d'un coup son filet de sécurité le plus précieux. Les images de files d'attente dans les gares, de familles cherchant refuge en Pologne ou en Roumanie rappellent les exodes de la Seconde Guerre mondiale. Mais l'onde de choc traverse les frontières.
Pour l'OTAN, c'est la perte d'un levier logistique crucial. Pour l'Europe, la révélation que la guerre n'est plus un lointain spectacle. La réputation diplomatique de l'Allemagne et de l'Union européenne chancelle. Les entreprises occidentales redoutent désormais de nouveaux risques, économiques comme sécuritaires. Les marchés financiers réagissent, l'euro fléchit, le secteur automobile allemand anticipe des ruptures de chaînes d'approvisionnement. L'équilibre géopolitique vacille. La doctrine d'engagement indirect de l'Ouest est remise en question. La Russie vient de prouver qu'aucune arrière-base n'est intouchable. Ce qui semblait relever de la théorie devient soudain une pratique brutale. Mais alors que l'onde de choc traverse l'Europe, une autre crise couve en coulisses. Berlin doit maintenant affronter les conséquences directes de son choix. L'Allemagne, jusqu'ici prudente, se retrouve au centre du cyclone. Les souvenirs de la guerre froide, du pont aérien de Berlin, ressurgissent dans la mémoire collective. Et si la prochaine cible n'était plus un simple dépôt de missiles, mais l'équilibre diplomatique mondial? À Berlin, une tension glaciale saisit les couloirs du pouvoir. Les dirigeants comprennent que la fiction d'un soutien discret s'effondre. La livraison des missiles Taurus a fait de l'Allemagne un acteur central, exposé, impossible à ignorer. On repense à la crise du canal de Suez, quand la France et le Royaume-Uni furent brusquement confrontés à leurs limites diplomatiques. La réaction russe est immédiate. Pour la toute première fois, Moscou menace explicitement de considérer l'Allemagne comme belligérante. Ce changement de statut bouleverserait l'ordre juridique et économique. La diplomatie chancellerait, les entreprises allemandes et européennes se retrouveraient soudainement fragilisées, sans filet. Les contrats énergétiques, les exportations de machines-outils, les projets de coopération scientifique, tout est remis en question. Au Parlement russe, les débats s'enflamment. Des lois sont prêtes à acter ce basculement. Si l'Allemagne devient partie prenante, ses immunités diplomatiques pourraient être suspendues, ses accords bilatéraux révisés, ses sociétés frappées de sanctions extrêmes. Cette perspective fait trembler Berlin, Bruxelles, Francfort, et au-delà. Les ambassades se préparent à des évacuations partielles. Les expatriés anticipent des mesures de restriction. Pour l'OTAN, il ne s'agit plus d'un simple avertissement. L'Alliance doit maintenant affronter l'idée d'un précédent dangereux. Si l'Allemagne est officiellement engagée, combien d'autres hésiteront à livrer leur propre matériel stratégique? La fameuse solidarité occidentale, si souvent affichée, pourrait chanceler sous la menace d'un engrenage incontrôlable. On se rappelle du refus de certains alliés d'entrer en guerre en Irak en 2003, malgré la pression américaine. Un doute fondamental s'installe. La doctrine d'escalade contrôlée de l'Occident tient-elle encore debout? Les frappes russes prouvent que la guerre déborde, que les frontières géographiques et politiques ne protègent de plus personne. Ce qui semblait lointain envahit désormais chaque capitale, chaque entreprise, chaque citoyen. Les cyberattaques sur les réseaux ferroviaires allemands ou les coupures énergétiques temporaires deviennent des menaces réelles. Un effet domino sourd menace les alliances. À chaque livraison d'armes majeures, le risque d'une déclaration de guerre grandit. La frontière entre aide et affrontement s'estompe, exposant l'Europe à des dangers inimaginés il y a encore quelques mois. C'est un écho à la Première Guerre mondiale. Une série d'engagements et de garanties mutuelles a entraîné l'Europe dans la catastrophe. La réputation diplomatique de l'Allemagne, la cohésion de l'Alliance atlantique, la sécurité économique du continent tout entier, tout vacille. Mais le plus inquiétant, c'est l'ombre d'une extension du conflit. Le monde vient d'entrer dans une zone de turbulence où chaque geste, chaque décision pourrait déclencher des bouleversements irréversibles. Le souvenir de l'escalade des Balkans en 1990 est encore vif. Alors que les chancelleries occidentales retiennent leur souffle, chacun sait qu'un nouveau seuil vient d'être franchi. La suite dépendra de choix impossibles à anticiper. L'histoire nous enseigne que ce sont souvent les décisions prises dans la précipitation qui façonnent les décennies à venir. Quand tout vacille, seuls survivent les plus rapides à apprendre. La guerre ne connaît plus de sanctuaire. Chaque pont, chaque dépôt, chaque voie ferrée peut être visée du jour au lendemain. L'arrière n'est plus protégé, la profondeur stratégique n'existe plus. Ce fut la leçon du Blitz à Londres, où la capitale devint une cible quotidienne. Les décideurs n'ont plus le luxe d'attendre. Ils doivent anticiper l'effondrement des doctrines d'hier, renforcer la résilience, multiplier les itinéraires, compartimenter les stocks, prévoir la redondance. Désormais, la logistique doit être souple, prête à renaître d'un coup, même sous les frappes les plus massives. Les armées israéliennes, confrontées à des menaces permanentes, ont fait de la redondance logistique une règle d'or. Les chaînes d'approvisionnement sont vulnérables en permanence.
Cela force les gouvernements à inventer des plans de secours, à tester la solidité de leurs alliances, à reconnaître que la surprise est devenue la règle du jeu stratégique. Les entreprises du secteur pharmaceutique ou automobile, autrefois dépendantes de l'Est, cherchent déjà à diversifier leurs sources. Pour les entreprises européennes, surtout celles dépendantes des marchés russes ou ukrainiens, c'est l'heure de la réévaluation. Les contrats peuvent voler en éclats, les livraisons s'interrompre, les sanctions bouleverser la donne. Rester passif, c'est courir un risque systémique, voire signer sa propre disparition économique. On se souvient de la crise pétrolière de 1973 qui a frappé sans prévenir des secteurs entiers. La société civile n'est pas épargnée. La fameuse zone tampon entre l'Est et l'Ouest disparaît. La vulnérabilité devient la norme, même dans les centres urbains d'Europe occidentale. Ce n'est plus une guerre lointaine, mais un risque qui redéfinit le quotidien de tous. Les écoles organisent des exercices de sécurité, les hôpitaux renforcent leur stock d'urgence. Côté militaire, la leçon est brutale. Il faut disperser, camoufler, redonder chaque maillon logistique. Les concentrations d'armes ou de stocks, les axes uniques, deviennent des pièges mortels. Seule la mobilité, la flexibilité et l'effacement offrent une chance de survie dans le chaos moderne. Les commandants ukrainiens s'inspirent désormais des tactiques de guérilla, déplaçant les stocks chaque nuit. Pour tous, la rapidité d'adaptation et la veille informationnelle font la différence. L'intelligence, l'apprentissage accéléré, l'alerte constante sont les seuls remparts face à la paralysie ou à la sidération. Les applications d'alerte aérienne, utilisées par des millions d'Ukrainiens, deviennent indispensables dans toute l'Europe de l'Est. Ignorer ces leçons, c'est accepter d'être surpris, de perdre sa liberté d'action, voire de s'effondrer sans retour. L'histoire nous rappelle que ceux qui n'ont pas su s'adapter, comme la France de 1940 ou la Russie tsariste en 1917, ont payé le prix fort. Mais comment agir concrètement alors que les repères s'effondrent et que la carte géopolitique se recompose en temps réel ? L'illusion d'un sanctuaire inviolable appartient désormais au passé. La guerre n'a plus de frontières, ni géographiques ni psychologiques. Ce qui semblait réservé à des terres lointaines frappe aujourd'hui au centre des certitudes européennes. Les cyberattaques, les campagnes de désinformation, les sabotages deviennent des armes de choix. Depuis que l'Allemagne a décidé de livrer des missiles Taurus à l'Ukraine, la riposte russe a balayé toute notion de sécurité logistique à l'Ouest. Les infrastructures, autrefois jugées hors d'atteinte, sont ciblées, détruites. Ce signal résonne bien au-delà de l'Ukraine, comme un avertissement à toute l'Europe. Les gouvernements nordiques, baltes, méditerranéens, tous réévaluent leurs plans d'urgence. Berlin, longtemps protégé par la distance et la diplomatie, se retrouve exposé. La Russie ne se contente plus d'allusions. Elle laisse planer la menace de considérer l'Allemagne comme un acteur officiel du conflit. Les lignes rouges, jadis sacrées, cèdent les unes après les autres. L'équilibre, déjà fragile, menace de s'effondrer comme un jeu de dominos. L'idée qu'on pouvait aider à distance sans risque personnel s'effondre. Cette attaque méthodique n'est pas qu'une opération militaire, elle bouleverse l'équilibre des capitales occidentales. Les discours prudents ne suffisent donc plus à conjurer le réel. L'engagement indirect n'offre plus la moindre garantie. Les opinions publiques, longtemps indifférentes, commencent à s'inquiéter. Pour les civils, la promesse de paix durable s'effrite. Les entreprises sont confrontées à des incertitudes inédites. Sanctions, rupture d'approvisionnement, menaces géopolitiques. L'Allemagne, pilier diplomatique, voit vaciller sa réputation et son influence. Les médias allemands multiplient les débats sur la pertinence de l'engagement militaire. Ne pas agir ou détourner le regard serait une erreur aux conséquences irréversibles. Les choix difficiles du présent pèseront toujours moins que le coût d'une inaction prolongée. L'histoire ne passe pas à côté de nous. Elle nous traverse, nous obligeant à choisir un camp, une responsabilité. C'est la leçon de tous les grands tournants. Il vaut mieux agir, même imparfaitement, que subir passivement les conséquences du statu quo. La question n'est plus de savoir si la guerre atteindra l'Ouest, mais comment chacun y répondra. Serez-vous simple spectateur ou acteur lucide et responsable, prêt à affronter l'inconnu ? Il est trop tard pour se réfugier derrière les vieilles certitudes. Mais il reste encore du temps pour comprendre, s'adapter, agir. L'avenir s'écrit dans les choix d'aujourd'hui. Qui saura regarder la réalité en face et façonner ce qui vient ? Car au final, l'histoire retiendra ceux qui ont su, dans la tempête, garder la tête froide, anticiper l'imprévisible et bâtir, malgré la peur, une nouvelle voie vers la sécurité et la paix, une paix qui, désormais, ne peut être que vigilante, inventive et solidaire.